Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info. Parmi les titres de votre journal ce soir, ce 13 février correspond à la Journée mondiale de la radio, un événement pour mettre en lumière le rôle de ce média qui réunit plus de 40 millions d'auditeurs par jour. Nous l'évoquerons avec Gildo Pastor, fondateur de Radio Monaco, et Christophe Pacaud, journaliste qui a fait les grandes heures de RTL. Des potagers bio dans les établissements scolaires, une opération possible grâce notamment à Monaco Télécom via la Fondation Prince Albert II. Quel en est son but et comment est-elle accueillie? Plus de détails à suivre. J-1 avant la fête des amoureux, la Saint-Valentin est l'occasion d'avoir une attention particulière pour l'être aimé. Nous vous donnerons ce soir quelques idées cadeaux. Dans ce journal également, Ferrari dévoile sa nouvelle SF24 pour la prochaine saison du championnat du monde de Formule 1. Ce 13 février correspond à la Journée mondiale de la radio, une journée proclamée par les États membres de l'UNESCO en 2011. L'occasion de mettre en lumière ce média qui reste le plus accessible pour s'informer partout dans le monde. Premier témoin ce soir pour évoquer cette journée, Gildo Pastor. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez créé Radio Monaco en 2007. D'où vous est venue tout d'abord l'idée de créer une radio ? C'est en 2007, mais il faut remonter un peu avant. En 2004, j'ai eu cette envie de créer la première radio monégasque. Et c'est MC1 qui a vu le jour. Et après, a laissé place à Radio Monaco, soit au bout du compte, 20 ans précisément aujourd'hui. Quel est le pouvoir de la radio selon vous, Gildo ? D'abord un pouvoir au niveau de la musique, c'est certain, et je crois qu'on est vraiment en avance, hein. Ça c'est une évidence, mais aussi des nouvelles, donc musique, news, c'est ce qu'on a fait. Oui, parce qu'elle reste toujours et encore fidèle à sa ligne directrice, Radio Monaco, qui est une radio généraliste et musicale. On a su, à travers de nombreuses déclinaisons, aller vers des radios bien différentes, jusqu'à la dernière, aller être en français et en anglais sur le territoire américain. Oui, parce que vous êtes actuellement à New York et Radio Monaco émet à New York grâce à Internet. Grâce à Internet et grâce aux satellites sur tout le territoire américain. C'est pas rien. Quelle est la place, selon vous, de Radio Monaco chez les auditeurs ? Combien d'auditeurs compte-t-elle aujourd'hui ? C'est très difficile à dire. Sur les Alpes-Maritimes, c'est une radio qui est une des toutes premières radios privées, ça c'est certain. Mais aux États-Unis, on débute, vous savez, voir Radio Monaco débuter sur un territoire tel que les États-Unis, c'est quelque chose, hein. Donc, on est dans une phase d'accélération et ça, c'est fabuleux. Dernière question, Gildo Pastor. Que signifie pour vous cette journée mondiale de la radio ? En fait, la journée mondiale de la radio, je le vis toujours, moi, comme une journée de travail. On regarde ce qui se fait dans les autres médias et autres. La radio qui est un domaine entièrement libre d'écoute, un domaine entièrement non payant d'écoute. Et ça fait vraiment du bien. Eh bien, merci beaucoup, Gildo Pastor, d'avoir été avec nous depuis New York pour évoquer cette journée mondiale de la radio. Merci infiniment. Merci à vous. Et cette journée est l'occasion aussi de mettre en lumière le rôle, le pouvoir de l'un des médias les plus anciens, mais toujours aussi écoutés chaque jour dans le monde. Pour développer cela, un des visages connus de Monaco Info, dont la voix a fait les grandes heures des ondes françaises. Bonsoir Christophe Pacaud. Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. La radio, c'est toute votre vie, Christophe. Combien d'années vous avez officié à RTL ?
Ça se dit pas, c'est juste après le bac, le virus. Vous savez, on écoute des radios qui arrivent, à l'époque ça arrivait d'Italie. Et donc voilà, on est rentré dans cette passion incroyable qu'est la radio, dans l'animation, puis le journalisme. Et c'est vrai qu'on émettait à l'époque d'Italie en langue française parce qu'il n'y avait pas de radio libre. C'est en 81 que le président Mitterrand, en France, a libéré la radio, a libéré les ondes, avec notamment des radios comme Énergie, toutes ces radios jeunes qui sont arrivées sur le marché. Et on émettait d'Italie jusqu'à Marseille, en passant par Monaco, bien sûr, comme Monaco Info un peu aujourd'hui, sur la TNT. Et Christophe, qu'est-ce qui distingue la radio des autres médias ? Ben c'est ce rêve absolu. Vous imaginez, bon, aujourd'hui ça a beaucoup changé parce que la radio est filmée, mais à l'époque, quand on était petit ici sur la Côte d'Azur, les gens écoutaient Foucault, Léon et Carole Chabrier. Ben Léon voulait pas savoir à quoi il ressemblait. Donc c'était la magie. On savait pas si l'animateur ou vous, Émilie, vous aviez 20 ans, 30 ans, 50 ans. Voilà, si on était blond, fort. Voilà, c'était cette magie-là qui faisait la différence à l'époque, mais ça a évolué, donc nous aussi nous avons évolué. Cela reste encore l'un des médias les plus populaires, hein, avec 40 millions d'auditeurs par jour. Ben ça c'est fantastique parce que vous pouvez l'écouter partout dans le monde, la radio aujourd'hui, même avant sur les fameuses grandes ondes, on pouvait écouter, je me souviens des Nuits du Monte-Carlo, je me souviens d'un pilote comme François Delecourt qui nous écoutait à Lille, sur RMC à l'époque, à grandes années, des gloires des super voitures que vous connaissez maintenant, les Stratos et autres, et c'est vrai qu'il y avait cette magie-là de pouvoir entendre ça grésiller de tous les côtés, et c'est vrai que ça faisait la différence avec une télévision qui maintenant est très propre aussi, les radios sont propres, il y a le nouveau système maintenant qui s'appelle le DAB qui arrive un peu partout sur les voitures, ça marche très fort en Allemagne, c'est un autre confort d'écoute, mais on a toujours ce réflexe radio. Quand vous comparez Télématin ou Bonjour, une nouvelle émission de TF1, ça fait quoi? Ça fait du 300 000 à 700 000. Mais la radio, quand Laurent Gérard, par exemple, s'exprime sur RTL ou un autre animateur sur Europe 1, un autre journaliste sur France Inter, c'est quasiment 2 millions de personnes qui touchent à chaque fois. C'est comme ça qu'elle arrive à tenir le coup face aux autres médias ? C'est ça, alors il y a la radio du service public bien sûr qui est devant aujourd'hui, mais derrière il y a évidemment heureusement des partenaires qui aident, il faut des finances, il y a beaucoup de pubs sur certaines chaînes de radio, mais on arrive à se battre parce qu'il y a toujours ce réflexe du matin, il y a toujours votre réflexe, vous amenez les enfants à l'école, à 8h moins 10, et bien vous savez qu'à 8h moins 10 vous aurez l'horoscope ou vous aurez un journal des sports, vous voyez, il y a toujours ce petit réflexe qui vous conditionne, qui conditionne votre journée. Et puis elle doit se réinventer tout de même, hein, pour résister à cette concurrence en utilisant les nouvelles technologies. En nouvelle technologie, je vous parlais de DAB tout à l'heure, il y a déjà aussi une nouvelle tendance, il a fallu se réadapter puisqu'on est filmé comme on le disait, alors même il y a des podcasts aujourd'hui qui sont uniquement radio, uniquement télé comme vous l'avez chez vous à Monaco Info avec Geneviève Berthy, tout le monde se réinvente. Moi je vois aujourd'hui, je travaille pour une radio qui s'appelle Radio Sport, c'est pas qu'une radio, c'est un site où on peut se filmer, on peut faire autre chose, on va participer aux Jeux Olympiques au Tour de France sur une autre version. Il faut trouver des idées, ça qui est bien pour ceux qui nous écoutent, c'est que la radio évolue tout le temps, depuis cette nécessité, par exemple pendant une période de guerre, de l'appel du général de Gaulle, on arrive à en faire un plaisir aussi, mais on se méfie toujours parce que les nouvelles technologies peuvent être, ça vous le savez Émilie, piratées assez souvent. C'est arrivé chez des confrères de télévision comme de radio. Vous mentionnez les faits historiques, elle a joué un rôle important dans l'histoire. Je pense à Radio Londres pendant la Seconde Guerre mondiale. On peut mentionner aussi le rôle de RFI qui diffuse des messages des familles aux otages français. C'est très important. Vous vous rendez compte de pouvoir diffuser longtemps et longtemps, partout dans une jungle colombienne, en Afrique ou ailleurs, un message pour dire qu'on était avec vous, qu'on était là pour les soutenir. Cette radio. Alors aussi, c'est le côté paradoxal, c'est que évidemment certains grands dictateurs s'en sont servis pour récupérer aussi, parce qu'on va chercher soit la télévision, soit la radio pour faire passer un nouveau message. Quand on arrive à supprimer quelqu'un de la scène politique, on essaie de reprendre cet aspect médiatique pour pouvoir diffuser au plus grand nombre, bien sûr, Émilie. Christophe Pacaud, dernière question, est-ce que la radio reste le moyen le plus accessible pour s'informer, se divertir également? Vous mentionnez des animateurs de renom tout à l'heure, les grosses têtes aussi fait partie des émissions phares de la radio. On peut faire les deux aujourd'hui. Vous l'avez remarqué, que ce soit les grosses têtes, qu'elles soient en radio, en télévision. Vous voyez un Julien Courbet sur une radio qui peut faire la télévision en même temps sur une chaîne comme M6 sur RTL. C'est pareil pour Europe 1 avec CNews aujourd'hui avec Pascal Praud. On voit bien que quand on a le même propriétaire, on peut faire autre chose. L'association, même à Radio France, dans le service public, on le fait. Encore une fois, ce qui est formidable avec la radio, c'est qu'on invente tout le temps. Ça reste le média immédiat. Vous pouvez aller, vous n'avez pas eu le temps de vous maquiller ou autre. Eh on peut quand même prendre le micro tout de suite et faire de la radio. La différence avec la télévision, quand on apparaît, quand on paraît, voilà, il faut être un peu plus présentable entre guillemets à la radio. La radio on peut émettre de n'importe où, mais la télévision arrive à concurrencer, donc il faut toujours se différencier, toujours trouver autre chose et toujours aller vers le public. Ça c'est très important, il y a de plus en plus de radios qui vont vers leur public. Eh bien merci Christophe d'avoir été avec nous, on vous retrouve dans 15 jours pour les experts du foot. À fond bien sûr, et vous pouvez aller sur le site pour revoir déjà celle de lundi qui était parfaite, parce qu'il y avait Monaco quand même, Monaco 3e sur le podium notamment. Oui, un derby gagnant, merci Christophe. Bonne soirée.
Des potagers bio dans les établissements scolaires, cela peut paraître surprenant et pourtant le concept est développé depuis quelques années déjà en Principauté. Exemple aux abords de l'école de Fontvieille qui bénéficie d'un potager bio. Il a été financé par Monaco Télécom par le biais de la Fondation Prince Albert II. L'opérateur a officialisé aujourd'hui un nouveau don et contribue ainsi aux efforts de développement de solutions durables en Principauté. Plus de détails dans ce reportage de Vanessa Dessy sur des images de Lionel Bernardi. C'est un projet d'éducation, mais surtout de développement durable. Depuis de nombreuses années, plusieurs établissements de la Principauté bénéficient d'un potager afin que les enfants puissent apprendre à jardiner et à récolter le fruit de leur travail. Pour ces enfants, ça leur permet de redécouvrir la nature et de connaître les légumes également de saison. C'est un projet qui s'intègre totalement dans notre projet d'école, puisque nous avons besoin que l'enfant s'exprime et entre en communication. Donc l'enfant manipule, l'enfant est acteur. Les enfants, ils savent ils assistent à ces cours en demi-groupe et en fait, il y a un émerveillement parce qu'à chaque fois, ils se rendent compte que ce qu'ils produisent, il y a quelque chose, il y a un effet. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour l'enfant, c'est être en capacité de voir une réalisation qui s'accomplit. Afin de contribuer aux efforts de développement de solutions durables en Principauté, Monaco Télécom a souhaité s'investir au sein du programme d'implantation de potagers bio dans les écoles monégasques. Cette opération est un engagement, l'engagement qu'on a pris déjà il y a pas mal d'années, de reverser la totalité des sommes qu'on perçoit au titre de la facture que certains clients veulent imprimer encore. Certains clients de moins de 60 ans, puisque c'était le critère qui était retenu. Donc ceux-là sont facturés et la totalité des sommes sont reversées à la Fondation Albert II pour financer des projets qui sont définis avec la Fondation Albert II. La Fondation Prince Albert II souhaite véhiculer un message fort dédié non seulement à l'éducation, mais à une alimentation plus saine instaurée dès le plus jeune âge. L'objectif final, c'est d'avoir ce contact avec la terre, de se reconnecter au final avec le monde, je dirais, réel, de pouvoir planter, de pouvoir toucher des légumes, des fruits, de voir leur cycle aussi de vie. Ce qui semble être du bon sens et un acquis, mais aujourd'hui, malheureusement, les enfants et la population en général sont de plus en plus déconnectés de ce contact avec la terre. Donc c'était fort intéressant, en milieu très urbanisé, de pouvoir apporter cette touche d'authenticité. Monaco Télécom a donc remis un chèque d'un montant de 11 075 € en faveur de la Fondation Prince Albert II. Et toujours dans une démarche durable, Monacollecte revient. Cet événement solidaire autour de la collecte, de la réutilisation des objets et du recyclage des déchets aura lieu les 16 et 17 février prochains sur le quai Antoine Ier. En plus des conteneurs de tri classiques et des conteneurs pour les déchets spéciaux, des associations caritatives seront présentes sur le village pour présenter leurs actions et récupérer vos dons comme des vêtements ou des jouets que vous n'utilisez plus. Monacollecte, c'est donc à partir de vendredi sur le quai Antoine Ier. Difficile de passer à côté demain, 14 février, c'est la Saint-Valentin. Si l'origine de la fête des amoureux serait païenne, cette date est symbolique pour certains couples pour célébrer leur union. Cadeaux, déclarations, qu'avez-vous prévu pour la Saint-Valentin? Justin Adel est allé à votre rencontre pour le savoir. On va se faire manger au restaurant, voilà. Avec les enfants, du coup. Je ne fête pas ça. Dans mon pays, on ne fête pas ça. Rien de spécial. Qu'est-ce que faire? Tranquillement à la maison. Tranquillement à la maison, avec le petit aussi, notre trésor, voilà. Un petit restaurant, c'est sympa, avec madame. Hein. Tranquille. Tranquille, en amoureux. Je sais pas, on n'a pas prévu encore. Un resto sûrement. Oula, faire un déjeuner ou un dîner en amoureux, quoi. C'est la surprise. C'est ça la Saint-Valentin, la surprise. La surprise qui peut parfois être un casse-tête pour certains amoureux. En manque d'inspiration, le reportage qui va suivre va vous donner quelques pistes si vous êtes à court d'idées. Du choix du bouquet au message sucré, Alban Jean-Jambre a sélectionné pour vous des solutions de dernière minute. C'est un reportage réalisé avec Julien Laugier et Sylvain Péroumal. Des fleurs et du chocolat, le cadeau incontournable pour déclarer sa flamme. Ces dernières années, la tendance est aux attentions personnalisées. Ici, on peut choisir un message ou une photo à déposer sur le gâteau, une idée qui laisse libre cours à l'imagination de certains. Alors, il y a eu des photos farfelues. On a mis des photos très osées qu'on a envoyées partout en France. Il y en avait 3 très osées.
vendredi dernier. Si vous optez pour le bouquet, ne vous trompez pas sur la fleur à offrir. Rose-rouge, 100% des clients ils veulent ça. Après malheureusement, plus ils arrivent tard, plus ils doivent se tourner vers d'autres choses. Donc on a prévu par exemple de la tulipe rouge, mais il faut vraiment rester sur de la rose ou des fleurs de couleur rouge. Et certains voient les choses en grand. On a eu une grosse commande, c'était 950 roses avec une énorme peluche à l'intérieur, avec des ballons, voilà, ils voulaient tout, le champagne, donc du coup on a tout préparé. Pour les commerçants, la Saint-Valentin, c'est aussi et surtout l'occasion d'augmenter son chiffre d'affaires avec de nombreuses commandes déjà passées. Pour le jour même, on en a 80, mais actuellement, on a déjà doublé ce mois-ci notre chiffre d'affaires. On s'y attendait pas du tout. C'est une grosse partie, mais qui est intense sur 3 jours. C'est vraiment, on reçoit nos fleurs. Là, pour vous donner une idée, on avait 80 bacs de roses rouges à nettoyer en un petit temps. Et après, on doit préparer toute la confection pour que mercredi, quand ils arrivent, ce soit tout prêt, qu'ils aient plus qu'à choisir. Là, on est environ sur 100-200 bouquets par journée environ. Outre les fleurs et les gourmandises, tous les moyens sont bons pour célébrer l'amour, mais le plus important, c'est de ne pas attendre le 14 février pour un geste attentionné. Parlons mobilité douce à présent. À pied, en transport en commun, à vélo, nombreux sont ceux qui ont fait le choix de se déplacer autrement à Monaco, et ce pour s'impliquer dans les objectifs fixés par son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, à savoir atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050. Certains ont fait le choix de rouler à l'électrique. Depuis quelques années déjà, la principauté a développé le réseau Monaco On qui rend la recharge de ces véhicules beaucoup plus accessible. Christine Datomel, Olivier Bonello et Alexia Vial vous en disent plus. Aujourd'hui, la Principauté poursuit son programme de déploiement de bornes de recharge électrique, que ce soit aux abords de nos routes ou dans nos parkings publics. Ce programme vise à élargir l'offre de véhicules électriques en Principauté, notamment avec l'ouverture de nouveaux parcs. Rouler à l'électrique présente de nombreux intérêts. Le premier bénéfice, c'est de baisser les émissions de gaz à effet de serre de la Principauté. Le transport, c'est un tiers de nos émissions de gaz à effet de serre en Principauté. Donc, dès qu'une voiture passe à l'électrique, c'est des émissions de gaz à effet de serre en moins. Une borne comme celle-ci, vous voyez, il y a 2 véhicules qui peuvent se garer. Et aujourd'hui, c'est des bornes qui font de l'ordre de 17-18 charges par jour. Donc, qui ont une offre de charge très importante. On considère que l'infrastructure est correctement dimensionnée. Bien sûr, plus les véhicules électriques vont se développer, plus il faudra suivre cette offre de recharge. Aujourd'hui, on a 17 parkings qui sont équipés de zones Monaco On. En tout et pour tout, on a à peu près 350 bornes de recharge électrique dans les parkings publics. Au total, ça fait 1600 bornes plus prise de recharge électrique, si on comprend les bornes privatives. On est en cours d'ouverture d'une zone sur le parking du port de Fontvieille. On va ouvrir une nouvelle zone en 2024 au parking Saint-Charles. En plus de ça, dans les nouveaux parkings qui vont s'ouvrir en 2024, vous trouverez aussi des zones Monaco On, une centaine de places au parking de l'île Le Pasteur, une centaine de places au parking des Salines. Donc on a un programme de déploiement qui va permettre d'augmenter l'offre à la population pour les recharges électriques. Et puis pensez surtout aux bons gestes et aux bonnes pratiques, comme ne pas stationner plus de 5 heures sur les bornes Monaco On, ne pas se garer sur les places si le véhicule n'a pas un besoin réel de charge, et pensez surtout à débrancher et à déplacer votre voiture une fois le niveau de recharge atteint. Ferrari a dévoilé aujourd'hui sa nouvelle SF24. La monoplace reste fidèle aux couleurs de l'écurie italienne. Des modifications ont été apportées pour répondre aux problématiques et aux exigences des pilotes, dont Charles Leclerc. Écoutez justement la réaction du pilote monégasque suite à la présentation de la SF24. Moi, j'adore cette nouvelle voiture, le design est incroyable, bien sûr elle est rouge sans surprise. Il y a quelques détails qui ont changé, mais j'aime beaucoup. À la fin, une Ferrari doit être rouge et c'est avec les petits détails qu'on fait la différence. Et encore une fois, cette année, c'est un design qui me plaît beaucoup et c'est toujours une émotion particulière de voir pour la première fois de l'année cette voiture sur laquelle on a travaillé de nombreux mois dessus avec le team, et enfin de voir la voiture finale, d'avoir la voiture finale en face, c'est toujours une émotion unique. Et après l'avoir testé sur simulateur, Charles Leclerc a testé aujourd'hui sur le circuit de Maranello la SF24 en Italie. La prochaine saison du championnat du monde de Formule 1 s'ouvrira à Bahreïn le 2 mars prochain.
Place à présent à vos prévisions météo. Bonsoir Christine Datomel, quelles sont les nouvelles du ciel pour la journée de mercredi ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Demain sera une journée sous le signe des nuages. Le ciel sera gris tout au long de l'après-midi et les quelques éclaircies qui essaieront de s'installer échoueront. Les températures seront cependant douces. Elles seront comprises entre 9 et 14 degrés. Demain, nous fêterons les aimés. Oui, et l'on fêtera aussi l'être aimé à l'occasion de la Saint-Valentin. Avant de nous quitter, du nouveau du côté de Monaco Info, le podcast. 3 invités sont venus enrichir le catalogue de ce rendez-vous mené par Geneviève Berthy, le chorégraphe directeur des ballets de Monte-Carlo Jean-Christophe Maillot, le médecin du sport Philippe Afria et le directeur général de la SMA Pierre Bardi sont à découvrir sur toutes les bonnes plateformes d'écoute en ligne. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. On referme cette édition comme nous l'avons débuté en évoquant avec les photographes de la direction de la communication la journée mondiale de la radio. Passez une très belle soirée et à demain 19h pour un nouveau JT sur Monaco Info.